Hello, hello. Bonjour à tous. Hop. Ah, ça fait plaisir d'avoir tous ces petites caméras, enfin ces petites fenêtres qui s'ouvrent. Bonjour à tous, bienvenue. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, on a pas mal de monde, c'est cool. J'avais un petit peu peur du taux de no-show sur un event gratuit, ça a l'air pas mal du tout. Bon, c'est cool, en plus, je vois quelques visages. Salut Jean-Claude, salut Patrick, salut Eric également, oh, bah, euh, qui ont leur super fond d'écran. Bonjour à tous. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va attendre encore un petit peu. On va attendre un petit peu qu'il y ait encore un petit peu plus de monde. Bon, c'est impressionnant. Je suis très content. Encore une fois, j'avais vachement peur du taux de no-show sur un événement gratuit. Mais bon, ça me rassure en tout cas. Tout le monde a l'air de bien m'entendre. Bonjour à tout le monde. Salut Johan, salut Paul, salut Caroline. Bon, j'attends encore un petit peu. On laisse 2-3 minutes. Et puis, je vais commencer après par me présenter. Vous présenter un petit peu le programme du tout le monde, désolé, pas de caméra, connexion pas terrible. Ok, top. C'est ainsi, on peut arriver à 50% de nos shows. C'est ce que j'ai entendu dire, Johan. Écoute, on verra. Au total, je crois qu'il y avait quasiment 230 inscrits, donc ce qui est pas mal. J'ai pas, enfin voilà, donc je sais pas du tout ce que ça a donné. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits pour le replay, plein de gens qui me l'ont dit directement, donc voilà, ça va être assez cool en tout cas. Je vous ai concocté un petit programme qui devrait vous plaire. Alors, hop. Bon, moi, je vais déjà vous faire un petit peu le teasing. Alors, pour vous parler un petit peu du programme. Alors, déjà, je me suis vachement challengé parce qu'il y a énormément d'entre vous qui me connaissent déjà, soit par nos ateliers payants, soit par nos formations. Et du coup, je voulais forcément venir avec un contenu un petit peu nouveau. Donc, j'ai pratiqué la stratégie de tout détruire pour tout reconstruire. Je suis quasiment revenu avec une presse nouvelle à 100%. Donc, voilà, je me suis un petit peu creusé la tête justement pour avoir des angles d'approche un peu différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres webinaires, des sujets dont d'autres personnes parlent, pour avoir vraiment quelque chose de qualitatif et surtout qui soit applicable pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc je ferai aussi des parallèles avec mon activité. Voilà. Alors, Benoît, salut Benoît, la vidéo sera effectivement disponible. Alors, je ne sais pas qui c'est, Emlen, mais qui me lance. Go, effectivement, il faut y aller. Hein. C'est maintenant. Bon, tout a l'air OK. Alors je vais peut-être commencer par me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, je m'appelle Cyprien Claudès. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Maginate. C'est une boîte, en fait, il y a 3 gros axes, dont un qui est tout nouveau. Je vous en parlerai 2 secondes parce que ça me tient à cœur et on est à fond dedans en ce moment. Donc, on a 3 axes. On a une partie accompagnement. Donc, on accompagne des boîtes sur les sujets liés au marketing digital, que ce soit la présence sur LinkedIn, que ce soit du Facebook Ads, que ce soit du Google Ads, que ce soit du SEO, etc. Donc, on bosse avec un pool d'experts et nous, on a nous-mêmes nos expertises sur ces sujets-là. Donc, voilà, plein de choses un petit peu différentes là-dessus. On forme aussi sur ces sujets. Donc, aujourd'hui, on n'est vraiment que 2 formateurs. Il y a moi et mon frère. On ne forme pas sur tous les sujets. Du coup, forcément, on ne peut pas être expert de tous les sujets. Nous, on est vraiment spécialisé sur les thématiques liées à l'acquisition client. Et puis après, voilà, nous, on a un petit pool d'experts avec qui on travaille. On aimerait bien proposer d'autres. Salut Maxime, excuse-moi, je viens de voir dans le chat. On aimerait bien à terme proposer d'autres formations sur d'autres sujets, mais bon, ça viendra un jour. Et le 3e pôle qui est tout nouveau, qui est tout chaud, là, qui est en train de sortir, c'est une plateforme de formation par abonnement qui a été lancée en fait hier en bêta test. Il y a différentes choses dedans. L'idée, c'est d'avoir des webinaires exclusifs chaque mois, soit avec nous, soit avec d'autres experts, encore une fois, avec qui on travaille. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la possibilité de poser toutes ces questions en vidéo avec des réponses, encore une fois, pas en vidéo, pardon, de poser ces questions et d'obtenir une réponse en vidéo, encore une fois, de la part d'experts. Ça peut être comment améliorer la délivrabilité de mes emails, quelles sont les clés pour une bonne campagne Google, comment faire un bon audit SEO, enfin voilà, tout plein de choses qui peuvent être intéressantes. L'avantage aussi, c'est qu'on va centraliser toutes les questions. C'est une grosse plateforme. Et la dernière brique de cette plateforme-là, c'est une partie qu'on a appelée Flash Learning. Et en fait, c'est plein d'espèces de micro-tutos, soit des vidéos très courtes qui durent entre 2 minutes, 2 et 10 minutes, ou des PDF ou des petits textes avec images.
Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous me faites un petit message. Je vous enverrai toutes les infos à l'occasion. Voilà, Valou. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Il y aura 3 grands axes. Alors, moi, j'ai prévu à peu près 1h30 d'atelier, sachant que j'ai énormément de contenu. Je pense qu'en termes de contenu, il y a facile de quoi tenir 3 heures. Donc, il y a peut-être des slides où je passerai un petit peu plus vite. Voilà, mais moi, l'objectif, c'est quand même de faire tenir un maximum de choses en 1h30. Du coup, forcément, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je ne pourrai pas répondre aux questions pendant le webinaire. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, je fasse une extraction de tout le chat. Et comme ça, je regarderai s'il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois ou des questions intéressantes. Et je pourrais vous proposer 2 choses. Soit je vous fais un petit mail avec les réponses aux questions directement, soit je ferai une petite vidéo complémentaire. Enfin voilà, je me poserai, je reprendrai les questions et je vous ferai quelque chose d'un petit peu plus solide pour répondre à toutes les questions. Voilà. C'est un peu la contrainte de temps. Malheureusement, j'aurais bien aimé faire un truc hyper interactif. En plus, on est plein. Mais bon, voilà, malheureusement, contrainte de temps oblige, je ne pourrai pas. Programme du jour. Alors, on aura une première partie un petit peu philosophique, théorique, mais qui va être hyper important sur comment avoir une bonne stratégie sur LinkedIn. Alors, ce sera vraiment la partie théorique, mais j'espère justement vous transmettre des clés importantes, même si ça reste de la théorie. Et ensuite, on parlera sur des conseils très pratiques pour améliorer la visibilité de vos contenus, avoir un réseau qualitatif. Je vous montrerai plein d'astuces, encore une fois, où je sais qu'on les trouve un petit peu nulle part ailleurs, parce qu'on fait quand même pas mal de veille sur ce que proposent les concurrents. Donc, il y aura des choses intéressantes là-dessus. Et puis, je vous proposerai aussi une partie un peu plus projection, donc présent. Qu'est-ce qui évolue sur LinkedIn en ce moment? Ils font plein de nouvelles annonces, plein d'évolutions LinkedIn en ce moment. Donc, comprendre dans quel sens vont ces évolutions, comment on va pouvoir en tirer profit. Et puis surtout aussi, vers quoi tend la plateforme, vers quoi elle va évoluer, quelles sont les nouveautés à venir. Donc, je vous en parlerai aussi un petit peu. J'ai fait ma Madame Irma pour avoir quelques petites prédictions et en tout cas des petites choses justement sur le futur de LinkedIn. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais partager mon écran et puis on commence de suite. Alors, hop. Est-ce que je partage tout mon écran ou juste la fenêtre? Je réfléchis. Je vais partager tout l'écran, ça devrait être pas mal. OK. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous avez bien mon écran? Je vois qu'il y a des participants qui arrivent encore de toutes parts, donc bienvenue à tous. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit message dans le chat pour me confirmer que c'est OK? Tac, je regarde. C'est bon. OK, trop cool. Bon, super. Alors, je n'avais pas prévu de vous montrer mes notifs LinkedIn. Ce n'était pas l'idée. On va plutôt partir sur la présentation. Je vais virer ça et je vais peut-être couper ma caméra. Ça fera un tout petit peu moins de data qui transite. En plus de ça, si je fais arrêter la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ai-je d'attente? OK, cool. Bon, super. Alors, pourquoi il y a un dessin sur ça? Bon, ce n'est pas très grave. Si je fais lire. Mince, pourquoi j'ai une espèce de petite ligne qui apparaît? Est-ce que vous voyez l'espèce de ligne rouge sur l'écran? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu as utilisé l'outil qui permet de dessiner? Qui est en haut sur la barre normalement. Alors, à noter? Oui. Alors, si je fais effacer tous les dessins. Ah, cool. Merci, merci. C'est qui? Je te remercie vachement. Bon, on sent qu'il y a des experts de Zoom. C'est super. Alexandra, et c'était avec plaisir. On va te faire une formation, Cyprien. Tu as dit quoi? Ça y est, on va te faire une formation. Ça marche, hein, chacun son tour de former les autres. Hein, je pense que c'est de bonne guerre. Écoute, bon, top. En tout cas, je découvre ça. Alors, du coup, effectivement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous transmettre des clés très concrètes. Hein. Moi, j'ai un peu la phobie des profs très old school qu'on a pu avoir, certains d'entre nous en école, qui sont vraiment, qui nous enseignent comme des bouquins publiés dans les années 2000. Donc, encore une fois, ça va être le plus concret possible. Je vais vraiment vous montrer des choses. On ira sur la plateforme LinkedIn, je vous montrerai différents points. Le but, c'est de vous transmettre des clés pour vous aider à être mieux visible et performer sur LinkedIn. Alors, quand j'entends performer, moi, je mets différentes choses derrière ça. Hein. Performer, si on est entrepreneur, c'est générer plus de business. Si au contraire, on veut booster notre carrière, ça marche aussi. Hein. Mon frère, il est salarié en parallèle. Ça marche très bien pour lui. Il y a plein de choses à faire autour de ça. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, ce sera aussi comment embarquer vos collaborateurs dans cette fameuse stratégie. Et justement, on va commencer par ça. Je vais vous parler justement de ce qu'est une marque puissante sur LinkedIn, comment une entreprise peut se démarquer des autres
sur LinkedIn. Et on va parler notamment d'une question que tout le monde aime bien poser en général, plutôt page entreprise ou profil perso. Alors, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà la réponse, mais c'est quand même intéressant de vous donner les éléments et une justification autour de ça. Alors, page entreprise ou profil perso, il y a pas mal de différences. Alors, dans l'absolu, un profil perso est 10 fois plus puissant qu'une page entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il faut capitaliser que sur un profil personnel au détriment de la page entreprise. Au contraire, on peut travailler les deux en parallèle, mais vous allez voir qu'un profil perso, il y a quand même pas mal d'avantages et la plateforme LinkedIn avantage pas mal les profils personnels. Alors, le premier point, sur les profils perso, la portée des publications est beaucoup plus forte que sur une page entreprise. C'est tout simple, faites le test dans votre fil d'actualité, vous allez vous rendre compte qu'il y a globalement beaucoup plus de publications venant de profils perso. Et si vous publiez avec votre page entreprise, vous allez rendre compte que si vous avez 1000 abonnés sur votre page entreprise, 1000 connexions sur votre profil perso, vous allez toujours générer beaucoup plus de visibilité sur votre profil perso. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc l'algorithme favorise les profils perso en termes de visibilité. Deuxième point, il est très facile d'aller augmenter la taille de son réseau sur un profil personnel. Beaucoup plus compliqué d'augmenter son nombre d'abonnés sur une page entreprise, même s'il y a quelques astuces, c'est quelque chose qui est très chronophage et qui n'est pas facile à mettre en place. En dehors, bien sûr, de l'aspect publicité, je parlerai juste un tout petit peu après de la publicité, justement, et de l'intérêt que ça a. Sur un profil perso, il est très facile de cibler une audience en particulier. Si je veux ajouter que des directeurs marketing du secteur pharmaceutique à Paris, je peux le faire sans problème. Beaucoup plus compliqué de cibler une audience en particulier avec une page entreprise, hors cas, bien sûr, de la publicité. Alors, il y en a quelques-uns qui ont le micro ouvert. Je pense que ça peut être cool si tout le monde désactive son micro, ça évitera qu'il y ait un petit peu de bruit, même si c'est très léger, mais si vous voulez bien juste tous couper votre micro, ce sera plus simple. Et j'en profite aussi pour saluer et vous souhaiter la bienvenue aux derniers qui sont arrivés aux dernières personnes. Alors, et deux points qui me semblent essentiels aussi à comprendre, c'est l'impact. Pour moi, un profil perso a beaucoup plus d'impact qu'une page entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est dans une communication d'humain à humain. C'est très fort. S'il y a une entreprise qui vous dit je vends les meilleurs produits VS des avis clients honnêtes, vérifiés sur Internet, on a tout de suite plus confiance dans les avis clients vérifiés sur Internet. Et encore plus fort, si c'est des relations à vous qui ont mis ces avis, si c'est du bouche à oreille de personnes que vous connaissez, ça a encore un impact plus fort. Et pour une page entreprise, forcément, l'impact est du coup plus faible puisqu'on est dans une communication de compagnie, d'entreprise à humain. Ensuite, profil perso, il y a des fonctionnalités et des possibilités qui sont liées à l'échange. On peut envoyer des messages, on peut aller commenter les publications des autres. Sur une page entreprise, il y a très peu de possibilités d'échange. On ne peut pas envoyer de messages avec une page entreprise. Alors, on peut commenter, liker des publications. Et d'ailleurs, Frédéric qui est avec nous aujourd'hui, Frédéric Farley, vous pouvez aller voir sa dernière publication. Je te fais un peu de promo du coup, Frédéric, qui explique effectivement qu'il y a une astuce. Alors, j'avais parlé aussi de cette astuce, il y a un bail. Maintenant, il y a une astuce qui est un petit peu galère. Honnêtement, ce n'est pas facile, mais qui vous permet d'aller commenter, liker une publication en tant que page entreprise. Mais bon, voilà. Clairement, une page entreprise, ce n'est pas facile d'interagir avec sa communauté. Bon, ensuite, on va parler un petit peu de la publicité. Alors, la publicité LinkedIn est très intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Tout simplement parce que LinkedIn est la seule grosse plateforme parmi les Google, les Facebook, etc., à avoir de la data publicitaire B2B qui est fiable. Si je vous donne un exemple, alors ce n'est même pas que B2B, d'ailleurs, c'est de la data fiable plus ou moins professionnelle, on va dire. Mais même avant le côté entreprise, par exemple, pour vous raconter une petite anecdote assez drôle, l'école qui est la plus renseignée sur Facebook, c'est Poudlard. Donc, l'école où il y a le plus d'élèves sur Facebook, entre guillemets, c'est Poudlard. Donc, ça vous donne un petit aperçu de la véracité des informations sur Facebook, enfin des informations professionnelles. On voit aussi plein de gens qui sont dresseurs Pokémon. Vous en doutez, dans la vraie vie, ils ne sont pas dresseurs Pokémon. Donc, ça, c'est des points. La data publicitaire B2B, elle est beaucoup plus fiable sur LinkedIn, même si elle coûte très cher. Par exemple, les coûts par clic sur LinkedIn sont 5 à 10 fois plus élevés que sur Facebook. J'ai dit LinkedIn, oui, 5 à 10 fois plus élevés sur LinkedIn que sur Facebook. Et donc, voilà. Alors, il y a un point, du coup, forcément, la visibilité vous coûtera toujours moins cher en tant que page entreprise si vous formez vos collaborateurs à faire 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues par publication.
C'est un constat très simple, hein, sachant que la publicité coûte très cher sur LinkedIn. Voilà, former, on peut facilement, c'est une plateforme sur laquelle la visibilité, enfin le reach est assez puissant. Et donc, on peut facilement faire 5 000 vues, 10 000 vues par publication si on est bien formé à tous ces sujets. Et évidemment, du coup, l'objectif de cette présentation, ça va être déjà de vous transmettre les premières clés autour de tout ça. On ne pourra pas tout traiter, mais vous aurez déjà, je pense, un bon panel de choses à mettre en place. Et si je fais bien mon boulot et que vous le faites bien aussi, vous devriez repartir avec une grosse to-do list à la fin de cette petite session. Alors, mais du coup, forcément, si le rôle du marketing et de la communication, ce n'est pas juste de publier et de faire vivre la page LinkedIn et d'augmenter son nombre d'abonnés, quel est leur rôle? Et pour moi, le rôle de la team marketing ou de la team communication, ça dépend des boîtes, pour faire rayonner la boîte sur LinkedIn, c'est de créer un contexte favorable pour que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui prennent la parole sur LinkedIn. Pas besoin, s'ils bossent chez La Poste, par exemple, j'ai formé récemment un directeur innovation du groupe La Poste, il n'y a pas besoin qu'il prenne la parole sur La Poste. Lui, ces sujets qui le transcendent, c'est le management, c'est les nouvelles technologies, dans son secteur, mais pas que, et aussi de temps en temps, l'innovation, ce qu'il va mettre en place, les innovations que lui va mettre, enfin lui et son équipe, bien évidemment, vont mettre en place sur LinkedIn. Mais tout ça, ça fait rayonner énormément le groupe La Poste. Sur LinkedIn, c'est une visibilité qui est très forte. La Poste n'a pas besoin d'investir en publicité. Ils ont ce genre de porte-parole et c'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent à ce qu'on appelle l'employee advocacy. Nous, on monte avec des boîtes justement des programmes d'employee advocacy. Je vous donnerai justement quelques idées issues des fameux programmes que nous, on a pu mettre en place pour favoriser cette émulation et créer un contexte favorable pour que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de votre marque. D'ailleurs, je dis collaborateurs, mais ça marche aussi pour les partenaires, hein. Ça marche aussi pour les clients et éventuellement, dans une moindre mesure, les prospects. Le premier point pour créer ce fameux contexte favorable, c'est de transmettre les clés de la visibilité, les clés de visibilité pour être bien visible sur LinkedIn. Hein, ça me paraît tellement basique, mais c'est hyper important. Voilà, si vous avez des collaborateurs qui sont, je ne sais pas, si vous avez 500 collaborateurs, c'est 500 personnes déjà sur les 500, il va y en avoir peut-être 350 qui ont un compte LinkedIn. C'est 350 personnes qui sont des ambassadeurs potentiels. Mais ne les laissez pas prendre la parole n'importe comment. Aidez-les justement dans cette démarche de prise de parole. Ça, c'est hyper important. Donc, deuxième point, c'est donner envie de prendre la parole. Donc, on peut donner des exemples, on peut motiver à ça. Je vous donnerai quelques idées par rapport à ça. Et le troisième point, ça peut être favoriser la créativité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donner des exemples d'inspiration, de publications qui fonctionnent bien, proposer des sujets qui ont du sens à publier sur LinkedIn. Alors, je vais juste couper ça. Hop. Voilà. Donc, voilà, différentes options possibles autour de ça. Alors, quelles sont, moi, mes idées? Quelles sont les idées qu'on a pu mettre en place dans des programmes d'employé advocacy, justement, pour favoriser ce contexte, créer ce contexte favorable pour générer des ambassadeurs, transformer vos collaborateurs en ambassadeurs ou en porte-parole. Vous pouvez gamifier. Donc, on peut, par exemple, élire l'influenceur du mois tous les mois au sein de la boîte, voire même lui donner une petite récompense, lui offrir je sais pas, une bouteille, un truc tous les mois. Voilà. Donc, gamifier, ça peut être une bonne façon de donner envie à ses collaborateurs de prendre la parole, de devenir ambassadeur sur LinkedIn. On peut micro-former. Moi, j'aime bien le terme micro-formation parce que je trouve que c'est vachement adapté à nos usages. Alors, même si là, on va être ensemble pendant 1h30, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, notre attention, c'est de plus en plus compliqué de garder l'attention des gens pendant longtemps. Et donc, voilà, des petits formats. Par exemple, on voit de plus en plus des formats de micro-séries, des micro-vidéos, des vidéos de plus en plus courtes, des réels sur Instagram, des vidéos TikTok. Voilà, parce que notre attention, elle est de plus en plus limitée, de plus en plus partagée entre différents appareils et compliquée à garder. Donc, ce système de micro-formation, je le trouve important. Voilà, peut-être micro-former avec un email qui, tous les mois, va partager quelques tips pour devenir meilleur sur LinkedIn avec des exemples à chaque fois. Donc là, par exemple, même si pour l'instant, le nombre de participants est en train d'augmenter,
Encore une fois, hein, pour vous prouver que l'attention décroît, je suis sûr qu'on sera moins de 105 participants à la fin de l'heure et demie. Bon, déjà, il y en a qui regardent ça pendant leur pause déj, très sûrement, et donc ils vont devoir retourner bosser. Et c'est dommage pour vous parce qu'il y aura des très belles choses jusqu'à la fin, je vous le garantis en tout cas. Une autre possibilité, ça peut être aussi d'objectiver, faire que le nombre de publications devienne l'un des objectifs des collaborateurs, même qui peut être lié à sa prime et son intéressement. Voilà, si on veut aller dans des cas extrêmes. Par exemple, moi j'aime bien et je parle beaucoup avec différents sales et personnes au marketing chez Lemlist, boîte que vous connaissez sûrement pour certains d'entre vous. Et ben, ils ont mis en place des LinkedIn Buddies et c'est en fait chaque commercial a une personne attitrée au marketing qui l'aide à améliorer sa stratégie de communication. Et je trouve ça génial parce qu'ils ont compris qu'un commercial aujourd'hui, ce n'est pas juste quelqu'un qui va arroser la terre entière avec des messages automatisés qui se ressemblent tous. C'est aussi quelqu'un qui sait créer du contenu, attirer de la visibilité avant de transformer et de canaliser finalement cette visibilité en des relations potentielles. Il ne faut pas oublier quelque chose. Alors, je ne vais pas vous le dire tout de suite, je vous en parlerai après. Oubliez ma dernière phrase. Dernier point, on peut aussi s'inspirer. Donc, très important de suivre ce que font les boîtes qui monopolisent vos fils de l'actualité. Donc, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est organiser des réunions de veille. Tous les 1 mois, par exemple, vous organisez une petite réunion avec vos collaborateurs. Voilà ce que j'ai vu qui fonctionne bien sur LinkedIn. Et chacun partage, moi j'ai testé ça ce mois-ci, ça a super bien fonctionné. Les autres font des retours, je pense que tu pourras améliorer ça comme ça, etc., etc. Et donc, voilà, mettez cette partie contenu, cette partie visibilité sur LinkedIn au cœur de votre stratégie. Faites-en vraiment quelque chose de concret parce que vous allez voir que c'est très puissant. C'est un levier qui fonctionne très, très bien. Alors, moi, je vais vous parler quand même d'une approche qui me semble importante, justement, que moi, j'appelle le smart selling. Alors, pourquoi j'appelle ça le smart selling ? C'est parce que je ne veux pas appeler ça le social selling. Social selling, en fait, il y a un peu… dans ma tête est connoté péjorativement. Enfin, j'ai une image un peu négative du social selling parce que le social selling, c'est beaucoup utilisé par des gens qui sont, moi, je considère un peu comme des dinosaures du web. Alors, pas que, évidemment, mais je trouve que ça a été vachement plébiscité par encore une fois, des personnes que je considère être un peu des dinosaures. Il y a un peu ce côté, je fais du contenu, je publie chaque semaine sur LinkedIn, ça génère des vues et il y a des leads qui tombent du ciel. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il faut aller combiner une bonne stratégie de communication avec une bonne stratégie de prospection. Et je vous montrerai des petits exemples, je vous donnerai des petites clés par rapport à ça. Voilà, si je reprends la vente old school, c'est on va frapper à toutes les portes, on arrose un peu toutes les pages jaunes de porte-à-porte, d'appels et d'emails, avec une approche qui est peu personnalisée. Et surtout, la grosse erreur, et ça on le voit énormément nous avec les commerciaux qu'on forme, ils ne mesurent pas leurs résultats. C'est le meilleur moyen de ne pas progresser, c'est ça, c'est de ne pas mesurer ses résultats. Il y a plein de commerciaux qu'on a formés. Quand je leur demande c'est quoi ton taux d'acceptation à tes invitations LinkedIn, c'est quoi ton taux de réponse à tes emails, qui ne sont pas capables de me donner la réponse. Donc évidemment, si la semaine suivante, on optimise son profil LinkedIn, on change son message, on change ses emails et qu'on n'est pas capable de savoir si ça a généré un impact positif, on ne sait pas quelle approche adopter et donc on ne progresse jamais. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir en 15 ans de carrière de ne pas progresser. Donc pour moi, l'approche smart selling, ce qui est vraiment ce que nous, on essaie de véhiculer, c'est communiquer en apportant de la valeur. C'est hyper important et je vous en parlerai ensuite. Segmenter et personnaliser au maximum son approche. Mesurer ses actions pour s'améliorer en permanence, automatiser quand c'est possible et faire du multicanal. Multicanal, je vous en parlerai encore une fois, multicanal ou omnicanal, c'est quoi ? Nous, en fait, la vision idéale, si vous voulez, alors je vais peut-être juste avant de vous parler de la vision idéale, je vais juste vous parler de cette petite étude qui est une étude de Google qui s'appelle The Zero Moment of Truth to Give. Vous me pardonnerez mon accent un petit peu à couper au couteau, mais qui explique qu'en fait, il y a en moyenne 10 interactions entre un prospect et une marque avant une prise de décision, avant une décision d'achat. Ces 10 interactions, ça peut être un webinaire, ça peut être une vidéo, ça peut être une publication LinkedIn, ça peut être un email,
ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être plein de choses, mais vous ne convertissez jamais un prospect du premier coup. Et encore une fois, il y a pas mal de boîtes qu'on accompagne, ils font une publicité et ils pensent que ça suffit. Et quand ils nous demandent de faire un audit de leur stratégie LinkedIn et autres, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas du tout de stratégie. Ils ont juste de temps en temps des actions qui sont vraiment toutes dissociées des autres et qui sont, comment dire, pas sur le long terme, quoi. Voilà. Et ça, c'est dommage. Il faut vraiment penser global et essayer en fait d'être tout le temps à l'esprit de son prospect. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a très peu de chances que vous arriviez au bon moment. Voilà. Si mon offre, c'est de la formation, il y a très peu de chances que j'arrive au moment où il y a un besoin de formation. Alors, je crois qu'il y a des gens qui ont les micros ouverts, si ça ne vous dérange pas, juste de les couper, voilà, juste pour ne pas déranger les autres. Merci en tout cas. Alors, je vais d'ailleurs préciser quelque chose. Ce chiffre-là est un petit peu plus élevé en B2B. On est entre 10 et 16 interactions entre la marque et un prospect avant une décision d'achat. Oui, pas de souci. OK. Ah, bien. Allez, tiens. On a pas mal de monde qui ont, j'ai l'impression, les micros ouverts. Si vous voulez peut-être juste les désactiver. Je vous mute tous. Hein. Allez hop, c'est la dictature. OK. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Encore une fois, voilà, on va parler de nurturing. C'est important de chercher à être présent tout le temps à l'esprit de son client potentiel, de son prospect et de son client potentiel, et pas de se dire j'envoie un message, bingo, je vais convertir 2 semaines après. Il faut faire vraiment des actions qui sont dans la durée. D'ailleurs, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous me connaissent depuis un certain temps et déjà reçu des messages automatisés ou non de ma part, voire éventuellement déjà reçu des emails de ma part, etc. Et j'espère que le jour où potentiellement vous aurez besoin de formation ou au moins d'informations sur vos stratégies marketing digital, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit avec nos clients actuels, c'est jamais des gens qu'on a contactés comme ça en un coup de téléphone et qu'on a convertis. C'est des gens qui nous connaissent depuis longtemps, qui ont assisté à des ateliers, des formations qu'on a fait et qui connaissent notre expertise et on essaie d'entretenir finalement cette relation sur le long terme, déjà parce que ça nous fait plaisir, mais aussi pour qu'ils nous gardent à l'esprit. Alors, donc là, j'en reviens des choses que j'ai déjà dit. Pourquoi l'approche omnicanal, c'est indispensable? Alors, omnicanal, encore une fois, c'est aller mélanger, mixer les points de contact avec votre prospect potentiel. Donc, je donne un exemple très concret. Une vision idéale, ce serait de se dire, voilà, le lundi, j'atterris dans le fil d'actualité LinkedIn de mon prospect parce que je communique super bien, j'ai respecté toutes les guidelines que Cyprien m'a conseillé justement pour être visible sur LinkedIn. Le mardi, j'échange avec cette personne par message sur LinkedIn. Le mercredi, elle ne m'a pas répondu, je lui fais une petite relance par email. Le jeudi, elle voit ma publicité sur Facebook parce que j'ai créé des ciblages à partir de mes relations LinkedIn. Et le vendredi, je l'ai au téléphone. Voilà. Alors évidemment, je caricature, c'est une pression hyper élevée. Voilà. On va chercher quand même à espacer les points de contact avec nos prospects potentiels, mais au moins vous avez l'idée. Voilà. Juste une stratégie de communication LinkedIn, c'est bien, vous allez convertir, mais ça ne suffit pas. Juste de la prospection, automatisée ou pas, c'est bien, mais ça ne suffit pas, même si ça va vous apporter quelques clients, quelques leads. Mais dès que vous mélangez toutes ces approches-là, et nous on le voit avec nos clients, c'est là que vous avez une performance qui est beaucoup plus intéressante. Donc 2 points pourquoi l'approche omnicanal, moi, me semble indispensable. Vous ne convertirez jamais un prospect du premier coup, je vous l'ai déjà dit, et vos communications ont individuellement peu de chances de tomber au bon moment. Alors, je vous parle d'un dernier point, peut-être un petit peu plus théorique, et après, je vous parlerai très concrètement de l'algorithme LinkedIn, comment il fonctionne et comment on peut l'exploiter pour en tirer profit. Alors, je vais quand même vous parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur et que j'aime bien, chaque fois que j'interviens dans des webinaires et autres, j'aime bien en parler. Je trouve ça assez intéressant de parler de ça, et d'autant plus qu'il y a pas mal, je sais, d'entrepreneurs aujourd'hui. Et je pense que ce que je vais vous dire là, ça peut en aider certains. Pour moi, en marketing digital, il y a 2 types de compétences. Il y a les compétences des dinosaures et les compétences des hackers. Alors, prenez pas du tout ces termes-là comme péjoratifs.
Au contraire, moi, je considère qu'il faut mélanger ces compétences-là pour être bon en marketing digital. Alors, les compétences des hackers, c'est quoi? C'est trouver des failles dans l'algorithme, c'est exploiter les nouvelles fonctionnalités d'une plateforme, c'est utiliser de l'automatisation, etc. C'est tout ce que plein de petits filous, dont je fais aussi partie, mettent en place sur LinkedIn. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, ça, par exemple, je le faisais déjà il y a 3 ans, de l'automatisation sur LinkedIn. Ça cartonnait, mais de malade mental, et ça fonctionne de moins en moins. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une opportunité, tout le monde se jette dessus, et du coup, chaque opportunité qui fonctionne a un intérêt qui est décroissant dans le temps. Et ça, c'est hyper important. Pareil, je vous parlerai justement des nouvelles limitations de LinkedIn potentiellement juste après. Je crois que j'ai prévu une slide là-dessus. On le voit, la plateforme LinkedIn lutte contre les automatisations et autres. Il y a un moment où on ne pourra plus du tout automatiser. Donc, gardez à l'esprit que toutes ces petites astuces, ces petits outils, les petits hacks, tout ça, ça fonctionne qu'un temps. Et c'est pourquoi, encore plus si vous êtes entrepreneur, je vous recommande de travailler en parallèle ces fameuses compétences de dinosaures. Les compétences de dinosaures, c'est quoi? C'est des compétences qui ne se périment jamais, qui sont utiles partout, tout le temps, et qui vous serviront toute votre vie. Et ça, pour moi, je vais donner quelques exemples. Ça va être savoir créer une relation de confiance avec son audience, connaître les clés du copywriting, savoir écrire, savoir rédiger un bon message de vente, connaître la psychologie humaine pour rendre n'importe quel sujet passionnant, savoir raconter une histoire, etc. etc. Ça me semble hyper important. Voilà, je voulais vous en parler, même si ce n'est pas quelque chose de purement lié à LinkedIn. Moi, j'aime bien cette philosophie-là. Donc, misez pas que sur le dernier hack à la mode et au contraire, ne misez pas que sur juste du bon copywriting. Essayez de mixer tout ça pour avoir vraiment de la performance. Et je considère que les gens qui sont vraiment doués dans ce qu'ils font, c'est des gens qui combinent ce fameux duo de compétences. Voilà, et après, chacun a son curseur plus ou moins du côté dinosaure ou du côté hacker. Encore une fois, ce n'est pas du tout péjoratif, même si j'ai mis des images qui font un petit peu flipper. Alors, on va passer à des choses directement un petit peu plus concrètes. Alors, j'espère quand même que ça vous a plu, cette partie un petit peu plus théorique. Il y aura d'autres choses théoriques dans la présentation. Alors, je vous invite à prendre 20 secondes. Je vais me mettre un chrono même pour vraiment le faire. Prenez tous 20 secondes là derrière votre écran pour vous poser cette question. Quel est le rôle de l'algorithme LinkedIn? Je lance le chrono et je vous laisse réfléchir à ça. Réfléchissez à ça chez vous. Comme ça, je regarde un petit peu en même temps s'il y a des choses dans le chat. Je regarde déjà s'il y a des petites questions. Yes, des choses intéressantes, effectivement. Bon, alors, copiez pas sur les voisins. Ah, merde, ça fait déjà 30 secondes. Alors, effectivement, il y en a plusieurs qui ont des réponses intéressantes, des éléments de réponse qui sont tout à fait vrais. Le rôle de l'algorithme LinkedIn, il est très simple. C'est de vous montrer des publications qui sont en lien avec vos intérêts. En gros, de trier les publications sur votre fil d'actualité par ordre de pertinence. Son rôle, c'est que ça. S'il n'y avait pas d'algorithme, pensez juste, imaginez que s'il n'existait pas d'algorithme LinkedIn, qu'est-ce qui se passerait? En fait, j'ai un réseau de 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000 personnes. Alors, 30 000 personnes, c'est le max, mais oui, d'ailleurs, 30 000 personnes. On va s'arrêter là. J'ai un réseau de 30 000 personnes. Toutes ces personnes-là, potentiellement, elles publient. Et encore, LinkedIn peut même me montrer des publications de personnes qui sont hors de mon réseau. J'expliquerai ça potentiellement juste un petit peu après. Donc, mettons que je me connecte sur LinkedIn. LinkedIn peut me montrer 10 000 publications parce que j'ai un énorme réseau. Voilà. LinkedIn a 10 000 publications à me montrer. S'il n'y avait pas d'algorithme LinkedIn, elle serait triée par ordre chronologique, tout simplement. Et du coup, ça n'aurait pas de sens. Parce que peut-être que la première publication que je verrais, c'est sur un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, la médecine. Le deuxième, ça va être sur la gastronomie, ça m'intéresse, mais ça pourrait être sur la gastronomie et quelque chose, ou les moules frites, enfin voilà, bref, quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et forcément, si on a un fil d'actualité qui n'est pas pertinent,
qui n'est pas intéressant par rapport à nous, nos centres d'intérêt, eh ben, on arrête d'aller sur LinkedIn, on arrête de consommer du contenu, on est frustré. Et le problème avec ça, c'est que moins on consomme, moins on est présent, en fait, moins on est addict à LinkedIn, moins on va, je vais virer tout ça, moins on va générer de revenus pour LinkedIn. Pourquoi? Parce que plus on consomme de contenu sur LinkedIn, c'est-à-dire plus le contenu est pertinent et plus on consomme et on passe de temps sur la plateforme, plus on va avoir des fameux posts sponsorisés. D'ailleurs, petit fun fact, la deuxième publication du fil d'actualité LinkedIn est toujours sponsorisée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'aurait pas de sens de mettre directement un post sponsorisé en premier. Encore une fois, on serait tous un petit peu dégoûtés de la plateforme. Mais par contre, en deuxième, c'est pas mal puisque du coup, on le voit direct et ça permet de générer pas mal de revenus. Donc, comment LinkedIn fait ça? Comment ce fameux algorithme trie toutes les publications potentielles par ordre de pertinence dans mon fil d'actualité? Et bien, c'est très simple. Il leur donne un score mathématique. Donc, par exemple, il va prendre cette publication, et il va à chacune leur donner un score mathématique. Et après, donc je vous parlerai un petit peu justement de comment est calculé ce score mathématique. Et après, il les classe tout simplement par qui a le meilleur score mathématique. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment tout bête. On peut croire que c'est un truc hyper technique, etc., un algorithme. Au final, c'est tout bête. Ça donne des points en fonction de critères et ça en retire en fonction d'autres. Alors, concrètement, comment il fonctionne? L'algorithme LinkedIn, il y a 3 phases dans le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn, justement pour vous montrer les publications les plus pertinentes en fonction de vous, qui vous êtes et de vos centres d'intérêt. La première phase, c'est l'évaluation initiale de la qualité du contenu, dans laquelle LinkedIn va regarder quel type de contenu c'est, est-ce qu'il y a un lien externe, est-ce que c'est du spam, est-ce qu'il y a 40 000 hashtags, etc., etc. Ensuite, il y a la phase qui est la plus importante. Alors, c'est une phase que moi, j'appelle l'échantillonnage ou l'étude de marché, en fait. Comment elle fonctionne? C'est pendant les 2 premières heures après que vous ayez publié. Je ne sais pas si je peux refermer ça. Non, bon, c'est pas grave. Pendant les 2 premières heures après que vous ayez publié sur LinkedIn, LinkedIn vous surveille. Il prend votre publication et il la montre à une partie de vos relations. Et en fonction de comment ces relations réagissent à votre publication, eh ben, il décide si ça réagit hyper positivement, encore une fois comme une étude de marché, l'algo LinkedIn décide de donner plus ou moins de visibilité dans le futur de votre publication. Donc, comment il fait ça? C'est très simple. Je publie sur LinkedIn. Il va montrer, par exemple, à 500 de mes relations pendant ces 2 premières heures ma publication et l'algo regarde s'il like, s'il commente, s'il partage ou si au contraire, ils ignorent ma publication. Et en fonction de ça, il booste plus ou moins le score mathématique de la publication et ensuite, ça va avoir un impact énorme sur sa visibilité. Alors, j'ai mis des chiffres qu'il ne faut pas du tout prendre au sérieux parce que personne n'a la recette exacte de comment calcule le score de pertinence, comment l'algorithme LinkedIn calcule le score de pertinence, mais par contre, on est capable de classer les différentes réactions. Donc, il y a 3 réactions positives, le like, le commentaire et le partage. Et ce qu'on sait, c'est que c'est le commentaire qui a largement le plus d'impact sur la visibilité LinkedIn. Si vous devez retenir une chose sur le fonctionnement de l'algorithme, c'est que ce qui a le plus d'impact, c'est de réussir à générer des commentaires pendant les 2 premières heures après que vous ayez publié. Alors, une petite astuce toute bête, 2 petites astuces toutes bêtes pour faire ça. Première astuce, ça va être tout simplement de répondre aux commentaires en posant des questions. Voilà, donc n'hésitez pas, les personnes qui commentent vos publications, à leur poser des petites questions. Dire, et tu as pensé quoi de tel élément? Et toi, dans ton entreprise, comment tu mets en place tel sujet, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça peut être aussi d'inciter et de faire comprendre à vos collaborateurs, vos partenaires, éventuellement vos clients, qu'en allant commenter vos publications rapidement, ça va permettre de booster énormément leur visibilité. Donc ça, avec tous vos collaborateurs, ça peut être hyper intéressant. Et par exemple, il y a beaucoup de boîtes
qui mettent en place une stratégie qui est toute simple. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont beaucoup de collaborateurs parmi vous, je vous recommande de le mettre en place. C'est tout simplement de créer un petit channel Slack ou une chaîne email ou un groupe WhatsApp dans lequel vous partagez vos publications une fois qu'elles sont publiées et dans lequel voilà, vous incitez justement les collaborateurs à aller mettre un petit commentaire, un petit like et justement une petite chaîne dans laquelle chacun des collaborateurs peut partager ses publications dans le but de lancer la machine entre guillemets et d'aller commenter les publications des uns des autres. Voilà. Je ne recommande pas forcément les pods automatisés, ça existe aussi. Il y a des trucs où un petit peu n'importe qui va aller de manière automatisée liker, commenter vos publications. Je ne recommande pas de les utiliser pour différentes raisons. Déjà, on devient vite dépendant à ces trucs-là. Notre visibilité, elle va vite devenir dépendante de tout ça, ce qui n'est pas bon du tout. Et puis après, bon, il y a des questions aussi d'éthique et de qualité de tout ça. Enfin, voilà, si vous voyez une publication LinkedIn qui a 200 likes et 0 commentaire, bah, méfiez-vous, c'est que c'est quelqu'un qui utilise des pods automatisés. Alors, j'ai rien contre, hein, je l'ai déjà utilisé moi de temps en temps, je l'ai déjà testé, mais voilà, globalement, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Donc, je vous ai parlé un peu des réactions positives à une publication, mais il y a aussi une réaction négative qui a été implémentée assez récemment, enfin entre guillemets, dans l'algorithme LinkedIn, c'est le fait que quelqu'un ignore votre contenu. Alors, comment LinkedIn sait ça? Comment LinkedIn sait si quelqu'un ignore votre contenu ou pas? Bah, c'est tout simplement au temps passé. Si par exemple, je passe sur cette publication, je passe moins de X secondes dessus, LinkedIn considère que je l'ai ignoré. Pareil pour celle-là. Pareil pour celle-là. Pareil pour celle-là. Etc., etc. Et donc, en fonction du temps passé, si vous passez moins de X secondes sur une publication, LinkedIn considère que cette publication a été ignorée et va donc donner un malus sur le fameux score de visibilité, le score de pertinence de votre publication. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, un conseil que je vous donne, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, tout le monde ait au moins un début d'intérêt pour votre publication, alors sans essayer de tromper forcément votre audience, hein, parce que ça génère un effet déceptif qui va être mauvais à long terme. Mais posez-vous la question, comment je fais en sorte de au moins délivrer de la valeur, d'avoir une bonne phrase d'accroche, quelque chose qui va permettre d'avoir au moins 2-3 secondes passées par chaque personne qui verra votre publication. Enfin, que chaque personne qui voit votre publication passe au moins 2-3 secondes dessus. Ça aura un impact énorme sur votre visibilité. Alors maintenant, je vais vous partager quelques petits secrets de l'algo LinkedIn. C'est des choses dont on n'entend pas parler partout, mais qui sont hyper importantes. Alors, le premier point, c'est les hashtags. Alors, les hashtags, en fait, ils servent évidemment à classifier votre contenu, mais ils ne servent pas qu'à ça. En fait, LinkedIn utilise aussi vos réactions sur des publications qui contiennent des hashtags pour vous diffuser du contenu similaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je réagis fréquemment à des contenus qui contiennent le hashtag communication digitale, LinkedIn identifie que j'ai une appétence pour ce type de contenu et va me pousser, enfin va favoriser les contenus qui contiennent le hashtag communication digitale auprès de moi. Donc une petite astuce toute simple, c'est regarder vos prospects, par exemple, votre audience cible, sur quel type de hashtag ils réagissent pour les utiliser dans votre communication. D'ailleurs, petite parenthèse sur les hashtags, j'ai fait des tests sur le sujet. Clairement, ce qui fonctionne le mieux en termes de nombre de hashtags, c'est 3 hashtags. Ça a un impact sur votre visibilité, beaucoup plus que 0 hashtag et beaucoup plus que 5, 10, 15 hashtags. Voilà. Donc, j'ai fait des tests sur le sujet. Je peux vous garantir que les hashtags ont un impact et je vous recommande de vous limiter à 3 hashtags. Ensuite, on a les groupes. Les groupes, alors c'est une fonctionnalité qui n'est pas hyper sexy entre guillemets de LinkedIn, qui est très peu utilisée, qui est vieillissante. Et je ne sais pas si un jour LinkedIn va les moderniser. Mais en tout cas, les groupes, ce qui est intéressant, c'est que si vous et moi, on est dans un même groupe, LinkedIn identifie qu'on a des centres d'intérêt en commun et donc va donner un petit boost de visibilité de mes publications auprès de vous et vice-versa. Donc, encore une fois, c'est intéressant de rejoindre des groupes dans lesquels votre audience cible est présente. Vous pouvez rejoindre jusqu'à 100 groupes sur LinkedIn. Donc, voilà, essayez d'en rejoindre au moins quelques-uns. Ça a un impact sur votre visibilité.
Langue du profil, si j'ai ma langue du profil en espagnol, je serai plus visible auprès des communautés hispaniques et du coup moins visible auprès des autres communautés. C'est assez logique finalement. Et donc, la langue du profil a un impact. Faites bien gaffe à ça. Je vous recommande de la mettre en français si le cœur de votre cible est en France. Voilà, je dis ça surtout parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont en anglais. Alors là, on va rentrer sur des choses un petit peu plus intéressantes et qu'on va pouvoir commencer à exploiter. Je vous en parlerai un petit peu après, justement. Quatrième point, ça va être avec qui vous êtes entré en connexion récemment. LinkedIn donne un boost énorme de visibilité auprès des personnes avec qui vous êtes entré en connexion récemment. Faites le test, hein. Allez sur votre fil d'actualité, vous allez rendre compte que beaucoup de publications proviennent de personnes dont vous êtes entré en connexion récemment, avec qui vous êtes entré en connexion récemment. Cinquième point, les personnes avec qui vous avez échangé par message. Donc, typiquement, si je prospecte quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet double effet qui se coule, c'est que cette personne-là a aussi plus de chances d'être exposée à mon contenu derrière. Donc, ça nous donne un genre de seconde chance. Et d'ailleurs, une astuce toute simple pour capitaliser là-dessus que je vous conseille. Alors, je dis échanger, c'est échanger par message sur la messagerie LinkedIn, hein, je précise juste. Une petite astuce toute simple pour capitaliser sur ce point, c'est tout simplement d'envoyer des messages de bienvenue une fois que vous entrez en connexion avec les gens. Alors, faites pas un message de bienvenue en envoyant votre plaquette commerciale, hein. Évidemment que non. Faites vraiment quelque chose qui apporte de la valeur ou quelque chose tout simple. Merci d'avoir rejoint mon réseau. Au plaisir d'échanger. Je publie fréquemment sur telle et telle thématique. J'aurai le plaisir de lire également vos contenus, etc. et d'en savoir plus sur vous. Bon, voilà, on peut imaginer quelque chose de très simple. Et bien ça a un impact énorme sur votre visibilité. Et le sixième point qui est aussi hyper important, et je vous parlerai justement de la notion de construction d'audience dans le temps, c'est sur quel contenu vous avez l'habitude de réagir. D'ailleurs, je précise un point, le taux de no-show de 50%, on est pas mal du tout, hein, parce qu'on est pile poil au final. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 230 inscrits et on a fait un pic à 109 participants, donc assez drôle. Je pense qu'on est pile dans les 50% de no-show, donc assez drôle. Bref, sixième point, sur quel contenu vous avez l'habitude de réagir? Alors, plutôt sur les contenus de qui vous avez l'habitude de réagir. Si je devais prendre un exemple, s'il y a quelqu'un parmi vous, je vais prendre un nom que j'ai vu tout à l'heure, si Alice, par exemple, réagit fréquemment à mes publications, enfin si elle a réagi, par exemple, à mes 10 publications précédentes, eh ben, quasiment 100% du temps, LinkedIn va lui montrer ma 11e publication, enfin ma publication suivante. Et si elle réagit encore, il va continuer de montrer toutes mes publications, etc., etc. Et donc, ça, c'est hyper important parce que ce qu'on veut faire, c'est construire une audience qui engage avec nos contenus et la faire grossir, 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 grossir. C'est la façon justement d'avoir une croissance exponentielle sur LinkedIn. Et je vous parlerai encore justement de différents concepts et petites astuces autour de cette fameuse création d'audience. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'anatomie. Enfin, on va décortiquer un petit peu ensemble ce qui fait qu'une communication LinkedIn fonctionne bien. Enfin, une stratégie de communication LinkedIn. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bon contenu LinkedIn? Alors, peut-être pareil, je vous laisse peut-être prendre 20 secondes pour dire selon vous, alors j'ai un petit peu spoilé, mais posez-vous la question, allez, on se laisse 20-30 secondes, posez-vous la question, voilà, quels sont les critères d'une bonne publication LinkedIn? Posez-vous cette question. Alors, je mets un petit chrono encore. Alors, je vais quand même ouvrir la conversation pour voir s'il y a des choses. Bien joué pour ceux qui ont remarqué le point 6. Alors, je vais quand même parler de quelque chose, le fait de mentionner, du coup, ta question, Nicolas, le fait de mentionner quelqu'un sur LinkedIn peut être positif à partir du moment où la personne réagit à ta publication. Si tu tags quelqu'un dans ta publication, alors hors commentaire, hein, sur les commentaires, ça n'a pas d'impact, mais si tu tags quelqu'un dans ta publication et que cette personne ne réagit pas, LinkedIn
utilise ça comme un signal négatif de la pertinence de ta publication. Donc, je le précise juste. Ok, j'espère que vous êtes posé la question du coup de qu'est-ce qu'un bon contenu LinkedIn, qu'est-ce qu'une bonne publication. Pour moi, il y a 3 facteurs. Premier facteur, il attire l'attention. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, notre attention, elle est limitée. Si vous faites un truc où la partie intéressante de votre publication, c'est dans les dernières lignes de la publication d'un énorme pavé, c'est pas bon. Les gens, ils auront déjà skippé, ils seront déjà passés à la publication suivante. Alors, je me rappellerai toujours, c'est peut-être un des trucs marketing qui m'a le plus marqué ces dernières années. J'étais accueilli à une présentation chez Instagram, dans les locaux de Facebook, et ils montraient la vitesse à laquelle les personnes scrollent leur fil d'actualité. Ça va super, super, super vite. Le premier rôle d'une publication LinkedIn, c'est d'arrêter ce scroll. C'est de faire ce qu'on appelle un scroll stopper, c'est-à-dire en un claquement de doigts, capter l'attention de la personne pour qu'elle passe du temps sur votre publication. Donc ça, c'est le premier rôle. Comment on le fait? Avec une bonne phrase d'accroche, un bon visuel si on décide de mettre un visuel. Ça suffit amplement. Des emojis éventuellement si votre ton le permet. Un petit peu de couleur justement dans la phrase d'accroche. Une bonne phrase d'accroche, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux qui suscite l'intérêt, qui donne envie d'en savoir plus, etc. Donc posez-vous la question. Première question, est-ce que ma publication attire l'attention? C'est vraiment essentiel. Deuxième point, apporter de la valeur. Alors, apporter de la valeur, c'est vraiment, je pense, le point clé d'une stratégie sur le long terme. S'il y a quelqu'un qui fait que de vous raconter sa vie et de raconter des anecdotes qui ne vous servent à rien, même si parfois on a l'impression que dans le fil d'actualité, ça fonctionne très bien, des choses qui n'apportent pas forcément de valeur, je considère que ce n'est pas une bonne stratégie. Votre audience cible, apportez-lui de la valeur. Pensez quelles sont ses problématiques du moment, comment je peux lui proposer des choses qui résolvent ces problématiques, etc., etc. Et par exemple, un point moi, que j'aime bien prendre en exemple, c'est une fille qu'on a formée, une fille directrice com d'une boîte qu'on a formée qui m'a envoyé ce profil-là, Juliette Noël. Et en fait, alors pourquoi je vais vous parler de Juliette Noël? Parce qu'elle fait quelque chose que je trouve hyper fort en termes d'apport de valeur. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans les personnes qu'on forme. Il y a beaucoup de personnes qu'on forme qui, leur stratégie de LinkedIn, si vous voulez, elle n'est jamais créée de toutes pièces. C'est essentiellement du partage d'articles de blog et d'articles de sites et autres. Le problème de ça, c'est que si on balance juste un lien vers tiens, j'ai vu un article intéressant sur le web marketing sur le site web blog du modérateur, on n'apporte pas de valeur. La seule valeur qu'il va y avoir, c'est les personnes qui vont cliquer sur mon lien, arriver sur le blog du modérateur et lire l'article. Et du coup, c'est le blog du modérateur qui apporte de la valeur. Le problème avec ça, c'est que les gens, comme notre publication n'apporte pas de valeur, personne ne va aller liker, commenter, partager notre publication. Alors du coup, Juliette Noël a une stratégie que je trouve vraiment géniale. C'est qu'elle a une façon de résumer. Même là, par exemple, elle partage un article de Le Monde et elle apporte vraiment une synthèse hyper intéressante. Elle met en place elle explique le contexte de ça. De temps en temps, elle propose elle-même des solutions. Elle en extirpe, si vous voulez, toute la valeur de cet article pour la remettre sur LinkedIn. Si vous voulez, si je devais résumer une phrase simple, c'est si vous redirigez ailleurs, si vous redirigez sur votre site, si vous redirigez sur votre blog ou le blog de quelqu'un d'autre ou le site de quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait déjà de la valeur, que la valeur principale soit dans votre publication, si vous voulez, pas dans l'article ou autre. Et voilà, si vous voulez vous inspirer, allez voir Juliette Noël, je trouve qu'elle fait ça très bien justement. C'est bien structuré, le texte est super agréable à lire. Je vous parlerai justement de l'aspect structure du texte, c'est aussi important. Mais donc voilà. Et le dernier point, évidemment, c'est d'inciter à l'échange. Encore une fois, on garde à l'esprit, on garde en tête que le commentaire est roi sur LinkedIn. Donc posez-vous la question, comment je fais pour donner envie aux gens d'aller commenter, créer de la discussion avec moi.
etc. Donc, une bonne façon de faire, ça peut être de terminer par une question, ça peut être de demander l'avis de son audience, ça peut être de demander des conseils, ça peut être de générer un débat, d'ouvrir un débat, etc. Voilà. Donc, pensez bien à ces 3 points. Moi, ce que je vous recommande, voilà, si on devait penser plan d'action pour que vraiment cette session elle vous serve à quelque chose, c'est en train de passer super vite, je suis en train de paniquer niveau timing. Bon, c'est pas très grave, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, je vois que ça fait quasiment 1 heure qu'on est sur ces sujets. Alors, posez-vous vraiment la question, peut-être, voilà, notez-le vous, forcez-vous pour vos 10 prochaines publications. Est-ce que ma publication attire l'attention? Est-ce qu'elle apporte de la valeur? Et est-ce qu'elle incite à l'échange? Une clé que donne Georges Mohamed Cherif, qui est le boss de l'agence Buzzman, qui est du coup l'agence qui fait la communication de Burger King, donc une agence qui s'y connaît justement très bien en buzz et en visibilité sur les réseaux sociaux. La question qu'il pose à ses équipes dès qu'il leur donne une publicité ou une publication, c'est: est-ce que si tu tombais sur cette publication dans ton fil d'actualité, est-ce que tu auras envie de la liker, la commenter, la partager? Si la réponse est non, vous pouvez retourner bosser, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Un autre point important, c'est que l'objectif principal d'une publication, c'est toujours la visibilité. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je ne publie jamais, entre guillemets, pour le plaisir de publier. Même si ça me fait plaisir de publier, j'ai toujours un objectif sous-jacent. Si je prends l'exemple je vais prendre ma publication de hier. Voilà, celle-ci, qui, voilà, sur c'est une publication qui, j'estime, apporte de la valeur sur l'aspect double public sur LinkedIn. Voilà. Donc, j'apporte de la valeur et à la fin, je parle. Donc là, l'objectif sous-jacent de ma publication, donc principal objectif, c'est de faire de la visibilité. Donc, on voit ma publication ici qui finit, qui est une phrase d'accroche, qui apporte de la valeur, qui finit par inciter à l'échange. Mais j'ai un objectif sous-jacent qui était de remplir ce fameux webinaire sur lequel on est tous présents aujourd'hui. Et du coup, encore une fois, mon objectif principal de cette publication, ce n'était pas de dire voilà, je fais un webinaire demain, venez, inscrivez-vous en passant par ce lien. Non, c'est d'apporter de la valeur, d'inciter à l'échange. Et mon objectif sous-jacent, je vais même reformuler un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Du coup, en faisant ça, mon objectif, c'est de générer un maximum de visibilité sur ma publication pour réussir mon objectif sous-jacent, qui est du coup de chercher à remplir au maximum mon webinaire. Voilà, donc gardez bien ça en tête. L'objectif principal d'une publication, c'est toujours avant tout la visibilité. Voilà. Votre objectif, c'est de créer une audience sur LinkedIn. Pensez créer audience, pensez intéresser, pensez apport de valeur avant de penser vente et autres. Si j'ai un énorme conseil à donner par rapport à ça, c'est celui-là. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de 2 choses importantes: la fréquence de publication et les meilleurs jours pour publier sur LinkedIn. Alors, je vais commencer avec les meilleurs jours pour publier sur LinkedIn. Et par rapport à ça, je vais vous partager une petite slide qui me vient, que j'ai piqué des équipes de chez LinkedIn, justement. En gros, c'est une étude qu'ils ont faite chez LinkedIn qui analyse sur un panel d'influenceurs leur nombre de vues moyen en fonction du jour de la semaine où ils publient. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des écarts assez forts. Donc, il y a plusieurs choses assez intéressantes par rapport à ça. Déjà, globalement, le jeudi est la meilleure journée. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai des éléments de réponse. Le lundi, c'est la journée où on recommence le taf. Lundi, mardi, on est blindé de réunions, etc. Le mercredi, c'est pour beaucoup la journée des enfants. C'est une journée un petit peu plus cool. Et le jeudi, c'est vraiment une journée, voilà, on bosse beaucoup, mais en même temps, on est un petit peu plus libre, on a un peu plus de disponibilité. Vendredi, on est déjà en week-end. Donc ça, c'est pour moi ce qui explique qu'en marketing digital global, le jeudi fonctionne très, très bien. C'est vrai pour les emails, c'est vrai pour les publications LinkedIn, comme on le voit ici. C'est le meilleur jour pour les publications LinkedIn. Et qu'est-ce que je voulais dire?
C'est vrai aussi en conversion. Sur les publicités, forcément, nous, on a beaucoup de campagnes publicitaires. Ce qu'on remarque, c'est que le coût par conversion est toujours plus intéressant le jeudi que les autres jours. Alors, je dis toujours, mais c'est valable plus de 80% du temps, quoi. Donc, jeudi, très bonne journée pour publier sur LinkedIn. Et ensuite, beaucoup plus contre-intuitif, le week-end fonctionne aussi très bien, et notamment le dimanche. Alors, pourquoi le week-end fonctionne très bien? Pour une raison qui est assez simple, en fait, quand on réfléchit un petit peu. C'est que très peu de gens publient le week-end. Les gens sont en week-end, donc il y a peu de gens qui publient le week-end. Mais d'un autre côté, on a des gens qui sont, entre guillemets, assez addicts, qui se connectent quand même le week-end. Donc, on a une baisse énorme du nombre de personnes qui publient le week-end et une baisse assez faible du nombre de personnes qui se connectent le week-end. Et donc, forcément, cet écart asymétrique crée une opportunité. Et par exemple, le dimanche est une très bonne journée pour publier sur LinkedIn. Alors, je ne vous recommande pas de publier tous les jours sur LinkedIn, loin de là, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, les gens ne se connectent pas forcément tous les jours à LinkedIn. Donc, mettons que moi, je me connecte le jeudi et le dimanche sur LinkedIn et que vous, je vais prendre un nom dans le chat, et que Marie-Françoise qui confirme, merci, que Marie-Françoise, par exemple, tu publies tous les jours sur LinkedIn. Donc, moi, je me connecte le jeudi et le dimanche, et Marie-Françoise, tu publies même 2 fois par jour sur LinkedIn. Donc, quand je vais me connecter le jeudi, en fait, tu auras déjà publié 2 fois le lundi, plus 2 fois le mardi, ça fait 4, plus 2 fois le mercredi, 6, plus 2 fois le jeudi, ça fait 8. Donc, en gros, quand je vais me connecter le jeudi, LinkedIn va avoir la possibilité de me montrer 8 potentiels de tes publications, Marie-Françoise. Et le problème avec ça, c'est qu'il ne va pas me montrer les 8. Il va en choisir une au détriment des autres, et donc il y a un effet de cannibalisation de votre visibilité. J'ai fait pas mal de tests, j'ai discuté avec plein de gens là-dessus. Moi, ce que je vous recommande, c'est de publier maximum 3 fois par semaine en laissant toujours 24 heures de respiration entre 2 publications. Voilà, donc moi, les périodes hyper intenses pour moi où je publie jusqu'à 3 fois par semaine, je vais publier le mardi, le jeudi et le dimanche. Comme ça, je laisse toujours 24 heures au moins 24 heures de respiration entre mes publications. Et en même temps, je bénéficie des journées qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn. Maintenant, je vais parler un petit peu des horaires. Marie-Françoise a dit effectivement le dimanche soir fonctionne très bien. Pour les autres jours de la semaine, il y a en gros 3 grands pics. Mais en général, ce qui fonctionne bien, c'est le matin entre 8h et 10h. Je vais vous parler de ça juste après. Je vais parler d'un point important avant ça, la récurrence. La récurrence, c'est peut-être le point le plus critique de votre stratégie de contenu. Je m'en suis rendu compte à mes dépens plusieurs fois. J'ai eu plusieurs prises de conscience par rapport à ça. S'il y a un point qui est vraiment critique dans votre stratégie LinkedIn, c'est la récurrence. En gros, la récurrence, qu'est-ce qu'elle va permettre? La récurrence, elle va vous permettre de capitaliser, de faire évoluer votre audience. C'est pour ça que j'ai mis une courbe exponentielle. Elle va permettre de faire évoluer votre audience de manière exponentielle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est l'impact par rapport à l'algorithme LinkedIn. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous réagissez souvent aux publications d'une même personne, vous allez être exposé aux prochaines publications de cette personne. Donc, en gros, votre audience qui réagit souvent à vos publications, elles seront exposées à vos prochaines publications. Le fait qu'elles engagent du coup fréquemment avec ces publications, elles vont elles aussi donner de la visibilité aux personnes de leur réseau, faire que votre publication soit visible auprès de leur réseau à eux. Donc ça, c'est le côté un peu exponentiel. Et troisième point, forcément, plus votre audience grandit, plus elle va grandir vite. Pourquoi? Parce que du coup, forcément, on l'a dit, il y a plus de commentaires, plus de partages, etc. Mais il y a aussi ce côté un peu tout ce qui brille. Une publication qui a déjà 100 commentaires génère beaucoup plus facilement des commentaires supplémentaires qu'une publication qui a seulement 10 commentaires. Et encore plus qu'une publication qui a 0 commentaire. Voilà, donc il y a cet effet vraiment exponentiel de l'audience. Et voilà, je pense que c'est peut-être le point le plus important. Et du coup, pourquoi je vous invite à être récurrent?
En fait, si vous arrêtez de publier, si vous faites une grosse pause dans vos publications, vous perdez cet effet boule de neige. En gros, si vous arrêtez de publier, alors moi j'ai observé que le seuil critique est environ autour de 3 semaines d'absence. Dès que vous avez plus de 3 semaines d'absence, LinkedIn arrête de mettre en avant vos publications auprès, entre guillemets, de vos habitués, auprès des personnes qui ont l'habitude de réagir à vos publications. Et ça, c'est catastrophique pour votre visibilité. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois des grosses pauses. J'en ai parlé avec d'autres gens aussi qui ont déjà fait des grosses pauses. Voilà, à partir de 3 semaines, ça pique très fort. Et il faut arrêter de… Enfin, voilà. Et donc, essayez d'éviter d'arrêter de faire des grosses pauses dans vos publications. À la limite, programmez vos publications. Il y a des outils comme Buffer qui permettent de le faire. Voilà, programmez vos publications. Si vous êtes en week-end, évidemment, je ne vous conseille pas de passer votre vie sur LinkedIn et de, si vous êtes sur une plage à Acapulco, d'être connecté à LinkedIn et de faire des publications. Pas du tout. Quand vous partez en vacances, au moins prévoyez 2-3 publications à programmer, histoire de ne pas perdre cet effet boule de neige. Maintenant, je vais vous parler, voilà, j'ai fait une petite checklist des points à publier une checklist des points à vérifier avant de publier un post sur LinkedIn. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit screenshot directement de cette checklist. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est sur vos 10 prochaines publications, regardez si vous cochez ces différentes cases. Première case, votre publication a-t-elle une phrase d'accroche ou pas? Point hyper important. Et découpée en phrases courtes. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a une boîte californienne dans la neuroscience qui a analysé qu'une structure de texte en phrases courtes, un peu comme ça, avec un texte qui est aéré, agréable à lire, le cerveau apprécie beaucoup plus et beaucoup plus impacté par ce type de structure et donc a beaucoup plus de chances d'aller au bout de la lecture de cette publication. Si je vous mets ça en mode gros pavé de texte, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup moins de chances que vous lisiez ça jusqu'au bout. Si je fais, voilà, je vais vous montrer un exemple. Si je fais ça comme ça, voilà. Je pense que vous en rendez compte. Et encore, là, il y a un petit peu d'émojis qui structure plus ou moins le texte. Si je fais ça, ça fait peur, on n'a pas envie de le lire. Ayez à l'esprit que vous demandez de l'énergie à votre audience. Donc voilà, facilitez les choses, facilitez la lecture, c'est un point hyper important. Et pareil, voilà, que ce soit si vous envoyez des fichiers PDF, des emails, c'est pareil. Laissez des espaces, structurez votre texte, mettez des petits point 1, point 2, point 3, des petits bullet points, des mots-clés en majuscules. Voilà. Mettez en forme votre texte et ça améliorera votre taux de lecture. Jouer sur les émotions, raconter une histoire, on le voit pas mal. Alors, je ne vous conseille pas non plus de vous travestir si ce n'est pas votre style. Moi, par exemple, j'ai du mal avec ça. Néanmoins, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, essayez de rajouter de l'émotion. Ça active des zones un peu différentes du cerveau que quand on est sur quelque chose de très cartésien. Et on le voit, les publications qui fonctionnent très, très bien, c'est des histoires. Enfin, voilà, il y a le côté un peu histoire, côté storytelling, et ça joue vachement sur les émotions. Pensez à inciter à l'échange. Éventuellement, voilà, terminer par une question, ouvrir le débat, etc. Je vous ai déjà donné des conseils par rapport à ça. Contient une image ou une vidéo, ce n'est pas non plus obligatoire, mais si vous n'avez pas l'habitude de publier sur LinkedIn, une image, c'est une bonne façon de capter l'attention avec quelque chose qui met de la couleur, etc. 3 hashtags, réponse aux commentaires. Alors, je passe un petit peu sur tout ça. Si ça vous intéresse, screenez-le. Dans tous les cas, vous l'aurez dans le replay. Voilà. Et posez-vous la question sur vos prochaines publications. Vérifiez que vous cochez ces différentes cases. Alors, je vais parler d'un truc et je regrette de peu en avoir parlé dans nos précédents ateliers, dans nos formations, parce que je trouve en fait que c'est un point qui est bête, mais qui est hyper important. C'est le côté trouver votre voix. Je l'ai dit, n'essayez pas de vous travestir sur LinkedIn, n'essayez pas de passer pour quelqu'un d'autre. Faites vraiment un contenu qui vous ressemble. Il y a toujours une intersection entre vous et vos centres d'intérêt et les centres d'intérêt de votre audience.
Cette intersection, ça doit être votre contenu. Moi, par exemple, dans mon cas, voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, je ne publierai jamais un truc autour. Enfin, je n'ai pas envie de publier en mode ouais, mon quotidien d'entrepreneur, blablabla. Je préfère, ce que j'aime partager, moi, c'est des contenus qui sont concrets, qui sont parfois très techniques. J'aime bien analyser, voilà, décortiquer les évolutions de l'algorithme, montrer des choses, parfois un petit peu tech, avec des outils qui ne sont pas faciles forcément à prendre en main, etc. Faire des analyses détaillées, mettre des chiffres partout, etc. Ça, c'est mon style à moi. Et j'aime bien aussi faire des trucs un peu osés. Voilà, ma publication de ce matin, il y a John Rambo dessus. J'ai déjà fait des visuels avec Mario dessus. J'ai déjà cité du Booba. Enfin, voilà. Il y a le côté aussi un peu culture pop, culture urbaine aussi que j'aime bien, et le côté un peu choc. Enfin, voilà. Amusez-vous dans vos publications LinkedIn. Si vous ne le faites pas, c'est la meilleure manière, et je me rends compte aussi de plus en plus, parce qu'il y a des gens qu'on a formés qui, je me rends compte, ne prennent pas assez la parole, ou je le vois, ont une communication sur LinkedIn qui ne leur ressemble pas. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, ils n'y prennent pas du plaisir. Et l'impact de ça, c'est que du coup, la récurrence, elle ne sera jamais présente. Si créer du contenu LinkedIn, c'est une corvée pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, je serai jamais, déjà ça se ressent au niveau de l'audience, et je serai jamais, j'arriverai jamais à me motiver à chaque fois à publier autant que je l'aimerais. Donc ça, c'est un point important. Alors, je vous ai parlé, je vous ai fait dans le teasing voilà, justement, je vous parlais de Mario. Ça, c'est une illustration que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps dans une de mes publications. Le meilleur format pour LinkedIn, ce n'est pas le format carré, ce n'est pas le format 16/9, c'est un format qui est au ratio 1 par 0,8. Donc, c'est celui-là, ou 0,8 par 1 d'ailleurs, je crois que je dis une connerie. C'est l'inverse, c'est du 0,8 par 1, je crois qu'on le dit comme ça. Donc, c'est par exemple du 1000 pixels de hauteur pour 800 pixels de largeur. Pourquoi, selon moi, c'est le meilleur format pour LinkedIn? Parce que c'est le format qui permet d'occuper le plus de place à l'écran sans être rogné, qu'on soit sur mobile ou sur PC. Et je peux vous l'assurer, pour le coup, pour avoir énormément d'expérience en publicité, et pas mal notamment sur Google Ads et autres, plus on prend de place, plus on est visible, plus on attire l'attention. Alors, honnêtement, je n'ai pas de test chiffré là-dessus, mais voilà, je vous assure que je remarque que mes publications comme ça fonctionnent très très bien, légèrement mieux que les autres, et je peux vous assurer que ça a un impact très fort. Voilà. Peut-être le pire format, c'est le format 16/9. Après, le format carré qui est très bien. Et si je devais élire un meilleur format, c'est celui-ci, c'est le format 0,8 par 1 ou 1 par 0,8. J'ai un doute sur comment on doit formuler ça. OK. On va passer à des choses un petit peu plus orientées prospection. Je vous ai beaucoup parlé justement de comment optimiser un contenu LinkedIn. D'ailleurs, je vais préciser quelque chose. Je vais faire un petit instant promo de 2 secondes. La nouvelle plateforme dont je vous ai parlé, donc, qui est une plateforme de formation par abonnement, je vous enverrai le lien. On est en cours de bêta-test. Il y a 30 jours d'essai gratuit. Et pendant ces 30 jours, vous allez pouvoir avoir accès à des webinaires exclusifs, accès aux précédents webinaires, au replay de tous les cours et les webinaires qu'on a fait. Donc, par exemple, il y a un cours LinkedIn qui est hyper pointu avec plein de choses, beaucoup plus de choses qu'on aura le temps de le voir aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir le programme, je vous enverrai le lien. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Il y a 30 jours d'essai gratuit, donc profitez-en. Et surtout, vous allez avoir accès à, ceux qui décident de s'inscrire, vous allez avoir accès à 2 ateliers qu'on va faire prochainement. Le premier atelier, ce sera sur comment créer du bon contenu sur LinkedIn quand on n'est ni graphiste ni community manager. C'est le premier atelier. Donc, ce sera sous un format webinaire. Et le deuxième atelier qu'on va avoir, ce sera sur tout ce qui est lié à l'automatisation. Comment automatiser sa prospection à 100%, à la fois sur LinkedIn, mais aussi par email, etc. etc. Donc, je vous montrerai concrètement, moi, les outils d'automatisation que j'utilise, les workflows d'automatisation et les séquences d'automatisation que j'utilise, vraiment en live, en partage d'écran, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien. Et donc, encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Il y a 30 jours,
faut juste s'inscrire au bon moment du coup, par rapport aux dates du webinaire. Mais il y a du coup 30 jours gratuits sur notre nouvelle plateforme. Et il y a plein de choses sur notre nouvelle plateforme. Bref, je vais vous parler maintenant de la recherche LinkedIn et je vais vous montrer des petites erreurs que font 90% des gens qu'on a pu rencontrer. Et je vais vous montrer justement comment plus les faire et faire des recherches assez avancées sur LinkedIn. Alors, hop. Je vais aller sur LinkedIn et je vais faire une recherche de directeur marketing. Ce que font 90 à 99% des gens, c'est faire ça. Directeur marketing, j'appuie sur OK et je filtre sur personne. C'est une énorme, enfin j'allais dire une grosse, mais en fait c'est une énorme erreur de faire ça. Pourquoi? Parce que LinkedIn va vous sortir des profils qui ne sont pas du tout pertinents par rapport à votre requête. Alors je vais vous montrer un exemple. Je vais faire une recherche un peu différente. Je vais faire directeur des achats et je vais le faire sur mon réseau, parce que j'ai quand même pas mal de monde dans mon réseau, et je vais le faire en Île-de-France. Je vais le faire en France, tiens, j'ai que 145 résultats. Ce sera très bien. OK, qu'est-ce qu'on voit? Première personne qui ressort, Vincent Verret, qui n'est pas du tout directeur des achats, qui est directeur des opérations. Deuxième résultat, Julien, directeur commercial chez Cambi France. Troisième résultat, Hugo Lahutte, qui n'est pas non plus directeur des achats, etc., etc. On a un cofondateur. Donc, vous voyez que ça passe inaperçu quand c'est un énorme volume, mais dès que je segmente un petit peu plus, on se rend compte qu'on a en fait des résultats de recherche qui ne sont pas du tout pertinents. Alors, comment on fait pour avoir des résultats qui sont pertinents par rapport à ça? Alors, je vais juste défiltrer. Je ne vais pas passer par la recherche directe ici dans la barre de recherche. Retenez bien ce chiffre, environ 136 000 résultats. Je vais faire tous les filtres. Je vais descendre, 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 descendre et je vais aller ici dans mots-clés. Et je vais aller dans poste. Et là, dans poste, je vais faire directeur des achats. Je fais OK. Donc, rappelez-vous, 136 000 résultats. Et là, quand je fais OK, donc quand j'ai filtré mots-clés par poste, en gros, je dis à LinkedIn, tu me sors que des personnes qui, dans leur intitulé, dans leur titre, ont directeur des achats, ou dans leur poste actuel, ont directeur des achats, pardon. Et voilà, on est passé de 136 000 résultats à 2700 résultats. Autrement dit, je ne sais pas combien ça fait. Largement plus de 300 fois plus précis, quoi, en gros. Donc voilà, la différence, elle est claire et nette. Et le nombre de fois où je vois des commerciaux qui font juste barre de recherche et qui automatisent un message à tout le monde alors que leur recherche n'est pas pertinente, ça me désole parfois. Alors que voilà, c'est tout simple. On va dans mots-clés, poste, et on met la requête qu'on veut. Alors, je vais maintenant vous montrer des choses un petit peu plus avancées par rapport à cette recherche, et notamment l'utilisation d'opérateurs booléens. Un opérateur booléen, c'est tout simplement un modificateur de recherche qui va me permettre d'avoir une recherche qui est plus pertinente par rapport à ce que je veux faire. Enfin, par rapport à ce que je veux avoir. Le premier que je vais vous montrer, ça va être le OR. Donc, un opérateur booléen se met toujours en majuscule. C'est de l'anglais, il n'y en a pas l'infini. Donc voilà, donc là j'ai directeur hors CEO. Ce que je dis à LinkedIn, c'est je veux que tu me fasses une recherche dans les intitulés de poste des personnes pour me trouver tous les directeurs ou tous les CEO. Donc là je vais faire afficher les résultats et on devrait voir voilà, des directeurs des achats. Alors pardon, je vais juste enlever directeur des achats ici. Et là voilà, on a des directeurs généraux, des présidents, des chief executive officers, etc., etc. Donc là ça a bien marché. Prochaine que je vais vous montrer, c'est les guillemets, qui va permettre d'isoler, enfin non, pas d'isoler, mais d'avoir quelque chose de très, très, très précis. Donc là, par exemple, si je tape directeur de la communication, entre guillemets, je ne vais avoir que des directeurs de la communication. Voilà, des personnes qui ont vraiment
directeur de la communication. Et vous allez voir, il va bien mettre le de là. Donc ça, c'est la magie des guillemets, hein, directeur de la communication. Donc ça permet d'être très précis sur certaines thématiques qu'on veut chercher. Et ça me sert pas mal. Alors, vous voyez que ça a disparu ici. En fait, ça s'est passé dans l'URL. Hein. Les opérateurs booléens, on peut les utiliser aussi directement dans l'URL. Prochain opérateur booléen que je vais vous montrer, c'est le not. Ouais, je vais vous montrer comme ça, même si ce n'est pas un exemple très pertinent. Alors, je vais mettre, voilà, je vais mettre rédacteur, not, freelance. Alors, si je fais une recherche de rédacteur spécialisé en SEO, alors d'ailleurs, je vais même mettre les guillemets, comme ça, je vous montre comment on peut cumuler les différents opérateurs booléens. Là, je cherche un rédacteur SEO qui n'est pas freelance. Enfin, sur lui, en gros, qui n'a pas le mot-clé freelance dans son poste. Voilà. Donc là, on voit que ça a marché. C'est pas mal du tout. Et je vais vous montrer une dernière façon de faire. Ça va être les parenthèses. Alors, les parenthèses, ça va me permettre, un peu comme en mathématiques, d'isoler certains facteurs. Donc, je vais mettre, par exemple, directeur or chief of, entre guillemets. Et je vais mettre end marketing. Du coup, qu'est-ce que ça va me sortir? Ça va me sortir toutes les personnes qui sont soit directeur marketing, soit chief of marketing. Voilà. Vous allez voir que je vais avoir normalement un petit peu des deux. Donc là, j'ai du CMO. J'en ai pas des masses. Bon, j'ai pas trop de chief of marketing, j'en ai vu un là en bas. Bon, ça ne doit pas être un titre qui est vachement utilisé. En tout cas, je vous assure que ça fonctionne. Hein. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Voilà, Chief Marketing Officer, au moins on en a une ici. Ok, très bien. Donc voilà un peu sur cette recherche avancée sur LinkedIn. Je voulais vous montrer les différentes choses qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a pas mal d'autres astuces, encore plus avec Sales Navigator. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vois qu'il est 14h22 et j'ai à peine fait la moitié des slides. En tout cas, je vous félicite ceux qui sont encore avec moi. J'estime que ça vous intéresse. Du coup, je suis content aussi. Et je vais vous parler maintenant de différentes choses. Je vais vous parler de la notion de construction d'un bon réseau LinkedIn. Alors du coup, je suis désolé, mais malheureusement, il y a une partie que je vais être obligé de faire passer à la trappe. Et je verrai soit on fera un autre webinaire dédié sur le sujet, soit je vous ferai une petite vidéo, enfin une petite série de vidéos sur ces différents sujets. En tout cas, je vais vous parler déjà de 2 autres sujets et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Je vais vous parler de comment construire un bon réseau LinkedIn et je vais vous parler un peu plus en détail de l'approche omnicanal et de comment mettre en place une bonne approche omnicanal, finalement, ce côté un petit peu smart selling dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, construire un bon réseau LinkedIn. Déjà, de quoi est composé un réseau LinkedIn? Alors, ça peut être tout bête, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre vous n'ont pas la réponse. Et bien, un réseau LinkedIn, en fait, c'est 4 couches superposées. La première couche, c'est vos connexions. C'est les personnes avec qui vous êtes connectés, tout simplement. La deuxième couche, c'est votre second degré de connexion. C'est en fait, c'est un peu les amis de mes amis. C'est les personnes qui sont connectées avec au moins l'une de vos relations de premier niveau. Ensuite, on a le troisième degré de connexion, c'est les amis des amis de mes amis. Enfin voilà, vous avez compris l'histoire. Et au-delà de ça, on a les personnes qui sont hors de votre réseau. Et du coup, une personne qui est hors de votre réseau, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Tac. Chirurgien dentiste. Des personnes, je vais les prendre en France. Voilà. Mince, j'en ai pas des masses là. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai quand même énormément de relations sur ce compte, donc j'ai peu de gens qui sont hors de mon réseau, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour moi, mais malheureusement pour mon exemple. Bon, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Voilà, bon.
Une personne qui est hors de votre réseau, ça ressemble à ça. C'est une personne où on n'a ni la possibilité de se connecter, ni d'envoyer un message, ni quoi que ce soit. Et quand on clique, eh ben, on ne peut pas accéder à ce profil-là. Donc, c'est assez embêtant, puisque forcément, ça représente une part de personnes qu'on ne peut pas avoir dans notre réseau, qu'on ne peut pas prospecter, dont on ne peut pas visiter le profil, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu dommage. Et le seul moyen de pallier à ça, en fait, c'est d'augmenter la taille de votre réseau. Plus vous allez avoir un réseau important, plus vous allez avoir accès à de nombreuses personnes. Donc, en gros, deuxième et troisième degré de connexion, c'est les personnes avec qui vous pouvez vous connecter. Et au-delà, c'est les personnes qui sont hors de votre réseau et auxquelles vous ne pouvez pas vous connecter, auxquelles vous n'avez pas accès. Plus on augmente nos nombres de relations de niveau 1, plus ce chiffre de relations de niveau 3 et de niveau 2 augmente, et encore une fois, de manière exponentielle. Donc, voilà. Allez augmenter, pensez à grandir votre réseau, c'est un point important. Et du coup, aussi, point important, ce réseau-là, ça correspond à toutes les personnes qui peuvent voir nos publications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne avec qui je suis connecté réagit à l'une de mes publications, et potentiellement, une partie de mes relations de deuxième niveau, c'est-à-dire les personnes en fait, qui sont connectées avec cette personne qui a réagi, vont potentiellement voir ma publication. Et si une relation de deuxième niveau réagit à ma publication, ça donne potentiellement accès à des relations de troisième niveau à ma publication. Et on revoit encore un peu ce côté boule de neige qui est propre à LinkedIn. Côté viralité finalement. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un bon réseau LinkedIn? Eh bien, voilà. Moi je vais être très pragmatique. On va prendre des chiffres très concrets. On va voir ici ce qu'on appelle la pyramide, si vous voulez, de la majorité silencieuse, ou ce qu'on appelle en anglais les lurkers. En gros, ça explique qu'il y a 90% de personnes qui consomment du contenu sur les plateformes sociales sans liker, sans partager, sans commenter. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse majorité silencieuse. Il y a seulement 9% qui interagissent avec le contenu, donc ils vont liker, commenter, partager, et seulement 1% qui créent du contenu. Et d'ailleurs, c'est même moins que ça sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est 0,5%. Donc, ça veut dire une personne sur 200 en moyenne qui crée du contenu sur LinkedIn. C'est hyper faible et ça explique aussi pourquoi la visibilité sur LinkedIn est aussi forte. Et le problème, du coup, de cette majorité silencieuse, c'est que si vous construisez votre réseau de manière classique, votre réseau LinkedIn de manière classique, vous allez vous retrouver avec 90% de personnes qui ne vont jamais réagir à vos publications. Et ça, c'est emmerdant, puisque nous, on veut avoir des personnes qui sont engagées, qui likent, qui commentent, qui partagent pour booster notre visibilité. Donc, 2 petites astuces, enfin même 3 astuces, 2 sur cette page et 1 sur la page suivante pour profiter de ça. Première astuce, c'est très simple. Ajoutez toutes les personnes qui likent et qui commentent vos publications. D'ailleurs, ça, on va en parler dans le webinaire sur l'automatisation. On peut automatiser d'ailleurs cette approche-là, d'aller ajouter de manière automatisée toutes les personnes qui likent ou commentent nos publications. C'est ce que je fais quand j'envoie un contenu. C'est ce que j'ai fait quand je vous ai très certainement envoyé le lien d'inscription à ce webinaire. C'est quelque chose qui s'automatise. Pensez, toutes les personnes qui vont liker, commenter vos publications, ajoutez-les. Et ça va permettre de faire grandir votre réseau sans avoir un réseau composé de 90% de personnes qui ne commentent jamais les publications. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode que moi, j'aime beaucoup et que j'utilise aussi beaucoup en automatisé et qu'on utilise beaucoup sur des clients qui sont en lancement de stratégie de visibilité LinkedIn, c'est d'aller ajouter les personnes qui likent et commentent les publications de vos concurrents. Ça fonctionne super, super, super bien. Donc, prenez vos concurrents. Vous pouvez même faire une liste de concurrents. Alors, je dis concurrents, mais c'est des personnes qui publient sur les mêmes thématiques que vous. Vous pouvez même faire ça et après en automatisé, exporter tous les commentaires, les likes sur ces publications-là pour aller derrière ajouter ces personnes-là. Et c'est hyper puissant pour avoir un réseau de personnes qui likent et qui commentent. Et l'autre méthode dont je vais vous parler, c'est d'ajouter ses clients et partenaires. Alors pourquoi je vous recommande absolument d'ajouter vos clients et partenaires?
Et d'ailleurs, la première raison, c'est parce que vous pouvez le faire hyper simplement grâce à LinkedIn. Je vais vous montrer ça. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est des personnes qui vous connaissent et qui ont une probabilité très forte d'aller interagir avec vos contenus. Ces fameux clients et partenaires. En général, c'est des gens avec qui vous entendez bien, qui ont déjà votre confiance. Et je vais vous montrer justement comment vous pouvez les ajouter de manière très simple, en quelques clics, sur LinkedIn. Alors, on va aller dans Réseau. Plus d'options, juste ici. Et la première méthode que je vais vous montrer, en fait, on va connecter LinkedIn à ma boîte, enfin à sa boîte de messagerie professionnelle pour aller ajouter de manière en one shot toutes les personnes avec qui on a échangé par email via notre adresse de messagerie professionnelle. Donc dedans, on va retrouver des prospects, on va retrouver des clients et on va retrouver des partenaires. Je vous montre ça. Donc, je clique sur Gmail parce que ma boîte de messagerie professionnelle est sur Gmail. Je vais cliquer sur Maginate, enfin ma boîte Maginate, tac, tac. Là, il mouline. Il va me trouver toutes les personnes avec qui j'ai échangé professionnellement. Alors, à mon avis, j'ai cliqué sur la mauvaise boîte mail parce que ça, ce n'est pas du tout mes contacts sur mon adresse pro. Je vais juste revérifier. J'ai dû faire une connerie. Ah oui, pardon. Ouais, non, c'est normal. En fait, je suis sur mon... En fait, j'ai déjà d'autres contacts qui sont synchronisés. Ce n'est pas très grave. Bon, la mécanique est la même. Oubliez juste... ça s'est passé normalement. En fait, c'est juste que d'habitude, je monte ça sur mon deuxième compte. Et du coup, j'ai plein de gens avec qui, professionnellement, je ne suis pas connecté avec eux. Mais voilà, la mécanique reste la même. Plus d'options. Si vous êtes chez Gmail, professionnellement, vous faites Gmail. Si vous êtes chez Outlook, Outlook. Vous connectez votre boîte mail et il va vous trouver du coup toutes les personnes avec qui vous avez échangé professionnellement par email. Une petite astuce de malade que je vais vous montrer, c'est pour les ajouter tous d'un coup. Donc évidemment, on peut tous les cocher un par un, mais c'est très chiant, très chronophage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Et on va utiliser une petite ligne de code que je vais vous envoyer qui va permettre de cocher toutes les cases d'un seul coup. Alors, je vais faire F12 pour ceux qui sont sur PC et sur Chrome. Sinon, il faut aller dans plus d'options, dans options de Google Chrome, plus d'outils, outils de développement, et vous allez avoir du coup la fameuse fenêtre que je viens de vous montrer qui apparaît. Et là, on va aller dans console. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement coller la petite ligne de code que je vais vous envoyer. Je vais vous la mettre dans le chat. Et vous allez voir qu'il va me cocher magiquement tout le monde. Et là, donc comme ça, avec cette méthode-là, je peux ajouter jusqu'à 1000 personnes en one shot, donc ce qui est quand même génial. Alors, je vais vous la mettre tout de suite dans le chat, la petite phrase. Bon, désolé, je sais que je fais durer le webinaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ceux qui doivent bouger, il n'y a aucun souci. Je me rends bien compte que les participants diminuent à vue d'œil. Ravi en tout cas d'en avoir encore pas mal avec nous. Voilà, je vous envoie déjà la petite... alors j'espère que ça passe. Ah merde, j'ai envoyé en message direct. Hop, je l'envoie à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est une bonne méthode pour aller inviter plein de personnes de manière qualitative et qui sont en plus de manière qualitative et rapide, on va dire ça comme ça. Et l'autre méthode que je vais vous montrer, c'est par email. Alors, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout. On va aller encore une fois dans Réseau, plus d'options. On va aller cette fois dans Inviter par email et vous allez pouvoir coller toute une liste d'adresses email et LinkedIn, en fonction de qui il retrouve parmi ces adresses email, donc il va par exemple identifier que telle adresse correspond à un tel, et il va l'inviter directement à se connecter avec vous sur LinkedIn. Voilà. Donc ça peut être intéressant, même si vous faites du scrapping de base mail et autres. Je ne vais pas en parler ici, mais il y a des stratégies intéressantes à mettre en place autour de ça. Et d'ailleurs, ça permet aussi de contourner la nouvelle limite de LinkedIn des 100 invitations maximum par semaine, des 100 invitations à se connecter par semaine.
Si vous n'en avez pas entendu parler, allez voir ma dernière publication. J'en parle et j'ai même fait une petite vidéo sur le sujet. Donc, vous allez voir, allez voir ma dernière publication si ça vous intéresse. Ok, on va s'arrêter avec ça et je vais vous parler un petit peu de stratégie omnicanal maintenant. Donc, comment on fait une bonne stratégie omnicanal? Alors, une stratégie omnicanal, voilà, je vais vous donner un exemple. Ça va être, on contacte. Donc, ça, c'est des choses que nous, on a concrètement avec des prospects et on a accompagné des boîtes à mettre ça en place. Vous pouvez le faire aussi naturellement. Il n'y a aucune complexité entre guillemets là-dedans. Après, si on va rajouter de l'automatisation, des synchronisations avec le CRM, ça devient un petit peu plus complexe. Mais vous pouvez déjà commencer à réfléchir à une approche omnicanal tout seul. Et puis, si vous avez une maîtrise de l'automatisation, etc., ou même en fouillant sur Internet, ou en accédant à notre prochain webinaire, vous allez pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes. Je vous donne un exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a de manière concrète, encore une fois. Donc, ça va être, par exemple, sur une base de données, je vais envoyer un petit email qui met en avant nos services, notre offre. Ensuite, mince, j'ai éteint mon écran comme un idiot. Attendez. OK, c'est bon. Ensuite, on va avoir un ajout plus un petit message sur LinkedIn. Hello, Jean-François, est-ce que tu as bien vu mon email? J'aurais souhaité entrer en contact avec toi sur tel sujet. Ça fonctionne super bien, ça cartonne. Les gens ont vraiment l'impression, même quand c'est automatisé, qu'on veut vraiment entrer en contact avec eux, ce qui en réalité est le cas. Et ça donne vraiment un côté hyper personnalisé, hyper personnel à la démarche. Donc ça fonctionne super bien. Ensuite, on peut avoir, par exemple, on peut imaginer du Facebook Ads qui va cibler en retargeting, donc aller recibler les personnes qui se sont rendues sur votre site, mais aussi cibler des profils similaires aux personnes que vous avez dans votre base email ou toutes les personnes que vous avez dans votre base email. Voilà. Donc, en gros, on met une pression marketing sur plusieurs canaux qui est assez forte pour, en gros, que votre prospect ait l'impression que vous êtes partout, partout, partout et que vous soyez dans sa tête au moment où il prend une décision, au moment où il a besoin de votre offre. Ça, c'est hyper important. Ça, ce n'est pas envoyer des SMS. Je ne vous invite pas forcément à envoyer des SMS à vos prospects. C'est plutôt le côté commenter. Voilà, une petite stratégie très humaine qui fonctionne très bien et que moi, je fais souvent, c'est d'aller commenter les publications des personnes avec qui je vais entrer en contact. Regardez leur contenu LinkedIn, mettez un petit commentaire sur la publication. Et puis, en dernier recours, allez appeler ces personnes. Donc voilà, donc on a une vision vraiment de A à Z de ce qu'est une approche omnicanal. Alors, la clé ultime, si vous voulez, d'une bonne stratégie omnicanal, c'est l'URL de profil LinkedIn. Ça, je le répète à tout le monde en formation et autres, mais j'ai l'impression d'être le seul à en parler. C'est tellement essentiel. Avec une URL de profil LinkedIn, vous pouvez tout faire. Donc, commencez déjà à penser à synchroniser, à récupérer dans vos CRM, dans vos fichiers et autres, les URL de profil LinkedIn de vos clients, de vos partenaires, de vos candidats si vous faites du recrutement, de vos prospects potentiels, etc. Avec une URL de profil LinkedIn, vous pouvez retrouver les adresses email professionnelles ou personnelles de vos prospects, par exemple, retrouver leur numéro de téléphone, suivre leur changement de job pour aller les recontacter. Par exemple, un client qui change de job, dire ah, tiens, on bossait ensemble sur tel sujet. Enfin, tu étais client quand tu étais chez Uber. Maintenant que tu es chez Just Eat, ça pourrait être intéressant qu'on en parle et voir s'il y a des synergies à créer. Voilà. Donc ça, vous pouvez même programmer des alertes en automatisé dès que l'un de vos clients change de job. C'est hyper puissant. Avec une URL de profil LinkedIn, vous pouvez envoyer des messages sur LinkedIn de manière automatisée. Pareil, hyper puissant. Vous pouvez inviter des personnes à un event LinkedIn de manière automatisée. Et vous pouvez retrouver à peu près toutes les informations de la boîte d'une personne à partir d'une URL de profil LinkedIn. Donc, le nom, les effectifs, le code NAF, le SIRET, l'adresse postale, etc., etc., etc. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous montrer. Non, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai montré pas mal de petites choses. J'espère que ça vous a plu. On peut se prendre peut-être 2-3 minutes dans le chat voilà, pour que vous me fassiez un petit retour sur ce que vous en avez pensé. Merci Alice, merci Margot. En tout cas, je suis content que
ça vous ait plu. Je vous enverrai du coup un petit message avec toutes les infos pour le replay, certaines choses dont on s'est parlé. J'ai quand même la sensation que ça a bien plu. Bon, c'est cool, vous me confirmez en plus par message, ça fait trop plaisir. En tout cas, je suis ravi. En plus, c'était un gros challenge pour moi parce que c'est l'événement que j'ai eu où il y a le plus de monde, même si on a fait des gros ateliers payants avec des 30, 40 personnes. Mais en tout cas, c'est très cool. Vous me faites super plaisir avec vos messages. Je vais préciser quelque chose, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ce que je réfléchissais à vous proposer, voilà, ceux qui sont intéressés, ou si vous pensez que ça a du sens, c'est peut-être vous proposer alors support dispo, malheureusement, Hervé, non, ça représente des heures et des heures de travail. C'est des choses qu'on a dans nos formations. Je vous enverrai le replay. Par contre, je garde les slides jalousement pour moi et pour nos clients payants, entre guillemets. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est s'il y en a que ça intéresse, je peux vous proposer de faire un petit diagnostic. Voilà, on s'appelle 20-30 minutes de votre stratégie d'acquisition et voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Encore une fois, 100% gratuit, pas du tout d'objectif forcément de vente derrière. Ça m'arrive très souvent d'avoir des gens au téléphone, de prendre plaisir à découvrir leur business et de leur dire clairement, il n'y a pas un fit entre ce qu'on propose et ce que vous faites aujourd'hui. On n'a même pas la capacité à accompagner tout le monde aujourd'hui. Donc, voilà. Mais si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message et on peut faire un petit diagnostic de vos stratégies d'acquisition. Alors, score de LinkedIn, Nicolas. Encore une fois, je vais exporter les questions. Je regarderai s'il y a des choses et je vous ferai une petite vidéo ou un petit message par rapport à ça. Clairement, le score LinkedIn, pour moi, c'est du gros bullshit. Ça n'a pas d'impact sur votre visibilité. Si vous faites ce que je vous ai dit, si vous faites les choses intelligemment, si vous optimisez vos profils, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'optimisation de profil, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, mais votre score LinkedIn va naturellement suivre et ça ne sert à rien de chercher à avoir un score LinkedIn fort. C'est plus des guidelines de LinkedIn. Alors, c'est intéressant, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va suivre parce que ça n'a pas d'impact sur votre visibilité. Et il y a plein de questions. Alors, je les exporte. Mettez vos questions. Je les exporte. Je ne vais pas répondre à toutes. Ah, c'est une bonne idée, ça. Si je crée une communauté avec les participants, tu penses à quoi? Un genre de groupe WhatsApp pour partager nos publications? Tu penses à quelque chose de différent, Denis? S'il y a une idée, si ça vous chauffe, je pourrais vous faire un petit mail par rapport à ça. Bon, alors, webinaire sur l'optimisation de profil, c'est prévu. Encore une fois, malheureusement, ce sera sur notre plateforme. Malheureusement. Heureusement pour nous, mais je ne pourrais pas faire tout en gratuit. Ce sera sur notre plateforme de formation par abonnement. Voilà, il y a plein de choses dedans. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ça. Et salut Françoise, au fait. Françoise, je sais que tu nous suis depuis longtemps sur nos contenus, etc. Bon, je note en même temps tout ça, focus, page entreprise, etc. On se like et commente. Ok, Denis, bonne idée. Je ferai un petit mail par rapport à ça. Alors déjà, j'espère que je peux exporter tout ça. Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour ceux qui veulent encore poser des questions. Merci à tous pour vos messages. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. C'était super chouette de pouvoir discuter et vous montrer tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Je vous ferai des petits messages avec toutes les infos, etc. pour les autres. Merci tout le monde. Alors, je vais exporter directement ce petit fichier. Je vais juste vérifier que ça marche. Bon, vous préoccupez plus de moi. Je continue ma journée, je bosse et je couperai la communication quand ce sera terminé. Ciao tout le monde en tout cas. Bye. Test, j'avais noté ciao. Alors, ça fait quoi ce truc-là? Ah non, merde, c'est pour importer un fichier, ça. Est-ce que je peux enregistrer la conversation? Nice. Ok, super. Bon, bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Je pense que vous avez eu le temps de poser vos petites questions. Bye bye tout le monde et à plus.